Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors comme je vous avais dit, je me suis lancée en fait dans une série d'interviews et j'ai vraiment eu à cœur en fait de permettre à travers ce podcast à d'autres personnes de joindre en tout cas leur voix à la mienne pour pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et comme vous le savez déjà, on est en train de parler de guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Et après vous avoir en tout cas parlé de mon histoire, en tout cas d'une façon au cours de laquelle en fait j'ai vécu le rejet, je m'étais dit que ce serait intéressant d'avoir aussi d'autres témoignages parce que je crois que plus il y a de témoignages, plus de personnes en fait pourront se reconnaître et aussi peut-être tirer d'autres enseignements ou d'autres encouragements. Donc aujourd'hui, on a une invitée spéciale parce que je ris parce que, enfin voilà, c'est une fille que je connais depuis que j'étais à Kinshasa et en fait c'est un plaisir pour moi de l'avoir là aujourd'hui et je vais pas en dire plus, mais je peux vous dire que son histoire est quand même assez frappante et surtout c'est une histoire qui est vraiment bénissante. Je vais peut-être la laisser se présenter, nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, everything like you have the floor, tu as la parole. Salut, bonjour. Alors moi c'est Kifra Mavinga, je suis congolaise, j'ai 23 ans, donc c'est un peu ça, c'est moi qui tient. Tu fais ta timide comme ça, là. Je suis très timide. Et ta foi? Je suis chrétienne. Ok. Je crois en Jésus-Christ. J'ai accepté Seigneur comme Seigneur Sauveur depuis l'âge de 12 ans. En tout cas, moi, je me suis mis à... Bon, disons que j'ai allé à l'église. Ok. Mais j'ai vraiment mis à fond, du genre à croire réellement à Dieu, disons à... Ouais, 12 ans, dirons. Quand j'ai cru que j'allais mourir, alors du coup, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Quand t'as cru quoi? Quand j'ai cru que j'étais sur le point de mourir, il fallait que je croie à quelque chose. Oh my God! This podcast, et on en quoi? Quand t'as cru que t'allais mourir à l'âge de 12 ans, quoi. Il fallait Peut-être que tu viendras nous dire en fait de quoi il s'agit. Enfin, qu'est-ce qui a fait que à l'âge de 12 ans, c'était quoi cette situation-là qui a fait que t'as failli mourir? Presque ma vie en fait, c'est tout ce que j'ai vécu en fait, il fallait que je croie absolument à quelque chose. Il fallait que je m'attache d'une certaine manière à une croyance, à quelque chose qui me poussait à tenir bon, genre à ne pas abandonner ma vie d'une certaine manière. Alors, il fallait que je croie forcément à quelque chose. Alors, du coup, j'ai crié à Dieu et ça m'a permis de tenir debout et d'être là parmi toi, parmi vous, en tout cas. Et d'être là sur mon émission, tu vois. Il fallait que tu sois en vie parce qu'il fallait que tu viennes sur mon émission, tu vois, pour venir me partager ton histoire. Donc, il fallait que tu restes en vie, tu vois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'arrête pas de répéter ce passage à chaque épisode. J'ai l'impression que c'est le passage de ce podcast, quoi. C'est juste impressionnant. Et tu vois, là, on est peut-être en train de sortir un peu du sujet, mais tu vois, enfin, moi, ça me parle parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que même ce que je fais, c'est vraiment parce que Dieu avait un plan pour moi, tu vois. Et je crois qu'il a aussi un plan pour chacune des personnes qui écoutent ce podcast. Et c'est même ça, en fait, finalement. L'idée, c'est que notre vie a de l'importance et quel que soit ce que l'on peut traverser, rien n'arrive au hasard. Et Dieu se sert d'absolument tout. Il se sert de tout ce qu'on vit. C'est exactement ça. Quand tu te dis que tout ce que tu vis, Dieu a fait ça pour une bonne chose. À la minute que tu découvres en fait que toutes les étapes de notre vie vaut la peine d'être vécues,
tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent d'une certaine manière. Parce que moi, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, disons que j'étais en colère contre lui d'une certaine façon. Contre Dieu. Exactement. Non, mais il faut qu'on en parle de ce truc-là, tu vois, parce qu'en fait, souvent, tu vois, on spiritualise un peu tout, tu vois. Moi, je pense que Dieu, il nous connaît, et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous aime tel que nous sommes, et il nous prend tel que nous sommes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un filtre ou un masque quand on vient devant Dieu. Et Exactement. là, tu vois, le fait que tu oses le dire, que tu étais en colère à un moment donné, tu vois, contre Dieu, je pense que c'est de l'honnêteté, et ça, il faut le dire, en fait, parce que quand on n'est pas sincère avec Dieu sur là où on se trouve, en fait, comment on se sent, finalement, comment arriver à avoir une relation avec lui si on n'est pas honnête. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, que tu le dises comme ça. Non, continue. Alors, j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ. Enfin, j'ai commencé à croire que Dieu existait. Ah, et ben, c'était genre, je me souviens, j'étais sur mon lit d'hôpital. Alors, j'avais des douleurs et tout. C'était vraiment atroce. J'ai pleuré et tout et tout. Oh. Après, j'ai senti comme si quelqu'un me disait, je suis avec toi, ne crains rien. Ne crains rien. Et après ça se montre que je confirmais en fait que Dieu existait. Mais je suis pas directement allée vers lui parce que je me t'ai dit, si tu existes, alors pourquoi tu permets que je vis ça? Pourquoi? Oui. Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Tu existes, alors pourquoi tu permets à ce que je vis ça? Alors du coup, c'est ce qui a fait que d'une certaine manière, j'étais en colère contre lui en fait. Après, quand j'ai commencé à écrire et tout, et j'ai découvert en fait que si je vivais pas ça, j'allais écrire quoi? Oui, d'ailleurs, on va parler de ça, là, l'écriture, hein, parce que vraiment, franchement, je vais pas spoiler ton histoire parce qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais moi, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, mais Chama, parce que moi aussi, j'ai 23 ans, tu vois, j'aurai 24 cette année, et je me suis dit, mais Chama, elle a 23 ans, mais ce qu'elle fait là, faut peut-être que tu te remettes un peu en question, hein. Non, mais sincèrement, c'est ce que tu dis en fait. Si t'avais pas vécu tout ça, qu'est-ce que tu allais écrire en fait? Qu'est-ce que j'allais raconter? Alors du coup, c'est après que j'ai compris qu'en fait que toutes les étapes de notre vie vaut la peine d'être vécues, que ce soit les bons et les mauvais. C'est très important de vivre ça. Et c'est après que j'avais compris que Dieu, il avait un très bon plan pour moi. Alors du coup, ma colère a commencé à diminuer. J'ai commencé vraiment à m'attacher à lui. Tu as fait la paix avec Dieu, quoi. Exactement, j'ai fait la paix avec lui. J'ai fait la paix avec lui. Alors du coup, après, on est devenu chrétienne et puis j'ai commencé à servir Dieu. J'aime la musique et pourquoi je pourrais pas servir Dieu avec quelque chose que j'aime? C'est là que je chante à la chorale et j'ai commencé à chanter. En plus, on a servi ensemble. Mais ça, c'est vraiment un truc incroyable, en fait. C'est dingue. Enfin, franchement. Puis à la fin, je continuais, j'écrivais et puis à la fin, un jour, je me suis dit, s'il arrivait que j'écrivais, pourquoi pas ne pas écrire mon histoire? Je me suis dit, et si j'essayais? Ok. Mais tout doucement, ne nous sors pas toutes les cartes là tout de suite comme ça. Hein, s'il te plaît. Laisse un peu les gens mariner, essayer de comprendre qui tu es. Non mais c'est juste incroyable en fait parce que là moi j'ai quand même assisté à une partie de ta vie quand t'étais à Kin. Enfin même si on n'a pas vraiment beaucoup eu de contact. Enfin juste la période où j'étais à la chorale et voilà, moi de ce que je me souviens, c'est que du bonheur. Enfin c'est que des choses positives en fait. Une personne qui est toujours joyeuse, souriante. C'est ça en tout cas que moi j'ai et que je garde en mémoire en fait. Et c'est juste merveilleux en fait que finalement des années plus tard, ce que j'ai entendu de toi, en tout cas tout ce que tu as eu à me partager, je me suis dit c'est juste merveilleux quoi que t'aies vécu tout ça. Et j'ai hâte aussi que toutes les personnes qui nous écoutent puissent pouvoir aussi écouter tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ta passion, j'imagine que c'est chanter? Ma passion, c'est chanter, écrire. Et en dehors de ça, j'ai fait la science informatique. D'accord. À l'université protestante du Congo. Et je suis en dernière année. Je finis cette année en tout cas. Non, mais merci pour ta superbe présentation. Peut-être qu'on va rentrer dans le sujet. Comme tu sais, on a une thématique en fait qu'on est en train d'aborder
On parle en fait de guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Et moi, en fait, ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que tu me dises un peu qu'est-ce que tu penses en fait même du choix de cette thématique. Eh ben, c'est une thématique assez intéressante parce que Ouais. dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vivent l'abandon d'une certaine façon ou le rejet d'une certaine Mm. façon. Ouais. C'est quelque chose que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai vécu. Bon, pas Mm. l'abandon, mais le rejet, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, c'est un sujet que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'en sortir. Et si, d'une certaine Ouais. manière, on arrivait à trouver, à leur aider à s'en sortir par rapport à ça, et ben, ça sera d'une certaine façon comme une mission accomplie. Non, mais c'est vrai que tu vois, c'est un truc que beaucoup vivent et je pense, tu vois, ça fait vraiment, ça fait très mal parce qu'en fait, souvent, c'est des blessures que les gens, enfin, en fait, qu'on a. Je dis qu'on a parce qu'en fait, moi-même, je sais que je suis dedans. Enfin, qu'on a l'habitude, en fait, de camoufler ou de ne pas, enfin, afficher en tout cas ouvertement parce que, soit parce qu'on n'a pas envie d'en parler, soit parce on a pas envie d'être jugé ou que enfin ou de ne pas être compris en fait et finalement c'est vraiment une blessure qui est réelle et qui fait beaucoup de mal mais comme tu dis enfin c'est formidable enfin c'est bien de pouvoir en parler et surtout pouvoir aider les personnes qui vivent ça et donc voilà enfin franchement merci de de penser ça et est-ce que cette thématique, elle te parle, enfin, parce qu'apparemment, tu as déjà dit, enfin, tu as dit quand même que toi, tu as peut-être vécu quelque chose en lien avec le rejet. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, tu vois? Est-ce que ça te parle personnellement? Ben, eh bien, oui, bien sûr, parce que parce que oui, bien sûr, ça me fait penser à mon passé ou peut-être je dirais même mon présent. C'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue à vivre d'une certaine façon. C'est très difficile d'arriver à trouver des personnes qui t'acceptent comme tu es. Et moi, Mm, personnellement, j'ai toujours ces préjugés envers moi, du genre des personnes qui ont des préjugés envers moi, c'est d'autres personnes ne veulent pas traîner avec moi par honte de vouloir traîner par honte. Ils ont honte d'une certaine façon de moi. Alors du coup, ce rejet, c'est plutôt en société, dans le milieu où je traîne et tout. Alors c'est vraiment un vécu que c'est quelque chose que je vis en fait. yeah. Moi, ce que je me demande en t'écoutant, c'est pourquoi les gens, en fait, vont avoir honte d'être avec toi. Enfin, qu'est-ce qui fait que les personnes agissent de cette manière-là avec toi? Eh ben, parce que c'est, bon, je sais pas, d'une certaine façon, je pense que c'est dû à ma maladie, de fait que je suis pas d'une certaine façon comme les autres, selon eux. Disons, parce que j'ai subi d'une certaine façon une maladie. Depuis que je suis enfant, j'ai une carence en phosphate et le phosphate permet de grandir. Et moi, de mon corps, je ne l'ai pas. Alors, du coup, ce qui fait que j'ai pas la taille faut pour mon âge, d'une certaine façon. Comme là, je mesure 1,42 m et la plupart des personnes, quand ils me voient, ils me mettent déjà sur un carré et d'autres personnes, ils ont honte de traîner avec moi, de peur aussi qu'on se moque d'eux d'une certaine façon. Alors du coup, c'est sur ce forme de rejet que d'une certaine façon que j'ai vécu en société et même jusqu'à maintenant, même à l'université, tu peux arriver comme ça, je suis à l'université, il y a des gens qui te pointent de doigts, tu es à la rue, il y a des gens qui te pointent de doigts, et Oui. il y a des gens qui, voilà, donc c'est quelque chose que je vis, et c'est assez, bon, il faut savoir, il faut savoir, comment, savoir gérer cette situation, de peur, Oui. et de faire tout pour ne pas craquer. Donc c'est un peu ça. Yeah. C'est quand même triste que les gens agissent de la sorte et rejettent les gens à cause de leur apparence en fait. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Et après tu vois, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir en fait sur une personne, sauf si, enfin, surtout quand la personne en fait peut-être n'est pas suffisamment forte d'esprit, par exemple, si c'est quelqu'un qui est assez faible, enfin qui voilà, qui est très sensible, mais ça peut détruire une vie, mais complètement quoi. Exactement ça. Et ça, je suis d'accord avec toi parce que il y a eu un moment dans ma vie où
j'ai sombré d'une certaine façon du fait que je vivais ce rejet, d'une certaine manière où les gens se moquaient de toi. Alors du coup, d'une certaine manière, ça m'a renfermé et c'était assez difficile. J'ai vécu quand même une période de dépression et sortir de là, ça a été vraiment, ça a été vraiment dur. Il fallait vraiment arriver déjà premièrement à s'exprimer, à dire vraiment mot pour mot ce que tu ressentais et tout et essayer de sortir de cette dépression. Et c'est quelque chose qui était assez difficile, mais grâce à Dieu, je m'en suis en sorti. Wow. C'est pas facile en fait, tu vois, vivre tout ça et traverser aussi l'épreuve de la dépression. Et comme tu dis, arriver à mettre des mots à ce que tu ressens. Waouh, enfin, je pense que c'est le plus dur parce qu'en fait, ça nous oblige à regarder la réalité en face. Et parfois, on n'a pas envie de regarder la réalité en face. C'est tellement dur qu'on ne veut même pas regarder ce qui se passe, en fait. Yeah. Et s'accepter aussi, s'accepter. Et c'est quelque chose de très difficile, en fait. Surtout quand tu vois que dans ton entourage, tu es la seule personne qui vit cette situation. Alors ça c'est quelque chose de très compliqué. Faut vraiment se battre, arriver à s'accepter que oui, je suis comme ça, oui, ce qu'ils disent peut-être est vrai, ben je m'accepte comme je suis, tu vois. Et s'aimer aussi comme tu es, c'est quelque chose de vraiment de très compliqué. C'est vraiment un combat en soi en fait. Tu dois te battre vraiment à l'intérieur en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant qu'il y a le rejet, mais il y a aussi ce que le rejet a fait, en fait, et crée, tu vois. Exactement. Et là, quand tu parles du fait de s'aimer, arriver à s'aimer, alors que les autres te font comprendre que tu n'en vaux pas la peine, qu'on voudrait pas rester avec toi, que, en fait, les autres, ils essaient de te faire croire, en fait, que tu devrais même pas t'aimer toi-même, en fait, parce qu'en fait, t'as rien pour t'aimer. Et ça, c'est horrible. Et je sais que moi, j'ai beaucoup vécu ça, où en fait, puisque j'avais jamais été acceptée pour qui j'étais, je me disais, mais en fait, si les autres déjà ils m'aiment pas, pourquoi est-ce que moi je vais m'aimer en fait? À quoi ça sert? Enfin, est-ce que j'en vaux pas la peine? Parce que si vraiment j'en valais la peine et si j'étais digne d'être aimée, entre guillemets, si j'étais digne d'être aimée, enfin les autres m'aimeraient quoi. S'ils m'aiment pas aujourd'hui, c'est que toi tu vois. Et ça c'est très dur. Et je pense que sans l'aide de Dieu, enfin je vois pas du tout comment on peut arriver à s'en sortir quoi. C'est vraiment quelque chose de très compliqué et surtout quand tu vis ce genre de situation, arriver à en parler, c'est aussi quelque chose de très très compliqué dans le sens où bon, c'est vrai que tu as ta famille et que ta famille est toujours là pour toi, mais tu te dis que déjà tu es malade, ils sont là pour toi et tout, et puis tu viens encore leur en parler du genre que voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, il y a des fois tu ressens ce besoin de vouloir gérer tout pour toi alors que parfois c'est pas le bon moyen en fait en parler. Savoir t'exprimer réellement les mots pour soi. Ça te permet de libérer d'une façon, parce que garder tout pour soi, c'est vraiment pas bien. Ça détruit. Alors, premièrement, moi, je pense qu'il faudrait déjà arriver à en parler. Et je pense que c'est ce que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire, en fait, en parler. Parce que d'une certaine manière, eux aussi, d'une façon, par l'effet que les gens ont honte d'eux, eux aussi, d'une certaine manière, ils ont honte de eux-mêmes. Alors que c'est pas il faut pas, si déjà les gens ont honte de toi et que toi aussi tu as honte de toi, alors que qui va t'aimer en fait? Déjà, premièrement, il faudrait que toi-même tu arrives à t'aimer et ne pas avoir honte de toi et arriver à en parler, faire sortir tout ce que tu ressens, que ce soit des émotions négatives, positives, il faudrait vraiment faire sortir et en parler en fait. This is so deep. Parce qu'en fait, si toi-même tu t'aimes pas, qui va t'aimer en fait? Waouh, enfin, là, je suis dépassée. Non, franchement, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer en fait? Et c'est très fort parce que moi, je sais qu'à un moment donné, vu que je vivais le rejet, en fait, je pense que je l'ai dit aussi sur certains épisodes, je prononçais beaucoup de paroles négatives en fait, et je ne m'aimais pas, je ne m'appréciais pas, et j'avais du mal à aimer qui j'étais ou qui je suis. Enfin voilà, j'avais du mal. Et même encore aujourd'hui. En étant vraiment honnête, ça m'arrive encore de me dire, enfin, me poser toutes les questions que je me posais quand je grandissais ou même de me flageller encore aujourd'hui. Parfois, ça m'arrive d'être tellement dure avec moi-même
que, enfin, c'est que qu'en fait, je me dis, enfin, je ne devrais même pas me traiter comme ça, tu vois. Et ce travail qu'on doit faire pour arriver à s'aimer, c'est extrêmement important parce que si moi je m'aime, je peux montrer aux autres comment m'aimer. En fait. Parce que si moi je ne m'aime pas, Exactement. comment les autres vont m'aimer? Sur base de quoi est-ce que les autres vont m'aimer en fait? Et ça, c'est C'est très vraiment fort. exactement ça. C'est vraiment ça, exactement ça, en fait. Le Et rejet est un, disons, c'est comme, c'est comme un, disons, je peux dire, le poison de l'âme, en fait, d'une bah, certaine manière. mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu vois, même d'ailleurs, le rejet, ça fait partie des 5 blessures de l'âme, je crois bien. Je pense que j'en ai parlé au tout début, là, avec la blessure d'abandon, du rejet. Il y a une autre, enfin, il y a 2, 3 autres blessures là, mais tu vois, c'est vraiment des blessures profondes qui peuvent détruire une vie quand on ne traite pas, en fait, ces blessures-là. Et en fait, tu sais, moi, j'ai parlé dans un des épisodes, j'ai parlé en fait du rejet que moi j'ai vécu et j'ai fait allusion au harcèlement scolaire que j'ai eu à vivre. Et en fait, en échangeant avec toi, je me suis rendu compte que j'avais vécu quand même des choses aussi similaires. Donc, je me dis, enfin, est-ce que tu peux me décrire un peu, enfin, me partager peut-être ton témoignage et partager à tous ceux qui écoutent aussi ce que toi tu as vécu par rapport au rejet et spécifiquement, par exemple, en lien avec le harcèlement et voilà. Et ben, les harcèlements scolaires, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mm. J'ai vécu dans le sens où mes camarades, genre les moqueries, le en fait, le fait de maltraiter une personne, en fait, c'est ce que j'ai vécu d'une certaine manière à l'école. Mes camarades, ils s'est moqué énormément de moi. En tout cas, c'était vraiment harcelant, genre, même émotionnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup affecté. Oui. Le fait que les camarades avec qui je vivais se moquaient énormément de moi. Ils s'est moqué, ils prenaient plaisir. En fait, ma situation était genre un sujet de moquerie à l'école et du coup, c'était comme si j'étais, en fait, j'étais pas, pour eux, j'étais pas un humain, j'étais comme un jouet pour eux. My God. Un jouet pour eux auquel, dans le sens où quand ils se moquent pour eux, quand ils se moquent de moi, eux, ils rient et eux, ça leur fait plaisir. Or, moi, ça me détruit, en fait. Moi, ça me détruit de Oui. l'âme, en fait, parce que je me disais, bah, premièrement, j'ai vu une situation que j'ai pas demandé. Deuxièmement, en fait, d'abord, premièrement, je n'ai pas demandé à venir au harcèlement. Deuxièmement, cette situation, je n'ai pas demandé. Mais je suis même venu avec cette situation. Et puis, imagine que je me rencontre avec des personnes qui se moquent de ma situation que je n'ai pas demandé. Et une situation que je ne peux pas changer. Alors, du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment détruit de l'intérieur. C'est assez difficile pour moi. Moi, je me souviens un jour quand à chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais toujours cette colère, j'avais toujours cette colère en moi. J'avais toujours cette rage en moi. Et il m'arrivait même de cogner sur un mur. Il pouvait être là, je suis à la Wow. de ma chambre. Et j'ai comme ma main sur un mur tellement que la douleur, elle fait mal, en fait. Ça fait vraiment, la douleur, elle fait mal. Et du coup, il fallait que ça sorte. Et je pouvais pas, en fait, c'est pas que je ne pouvais pas en parler. C'est juste que je me disais, OK, si j'en parle à ma mère, bah, ça va encore la faire plus mal. Alors, du coup, Ouais. j'en parlais pas, en fait. Mais après, il fallait que ça sorte d'une certaine manière. Alors, du coup, il fallait que je trouve un autre moyen pour faire sortir tout ce que je ressentais. Yes. Parce qu'en fait, tu vois, là, ce que tu dis, c'est que il y a quelque chose de beau et de triste en même temps. Parce que quand tu dis que quand tu vivais ça, enfin, tu n'en parlais pas parce que en fait, t'avais pas envie de faire plus de mal, en fait. Vraiment. Et en fait, tu vois, il y a ce côté où, tu vois, toi, t'es mal, tu vis ce que tu vis, c'est dur, c'est difficile, mais en fait, tu aimes tellement des personnes qui te sont chères, tu vois, t'as même pas envie de rajouter encore plus de douleur et de souffrance. Et ça, enfin, c'est fort, tu vois, mais c'est aussi très triste et c'est la réalité de beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses-là, qui vivent le harcèlement ou qui vivent des situations où elles se sentent rejetées, où elles se sentent abandonnées ou mises de côté. Enfin, c'est dur et pénible parce que souvent c'est mis sous silence en fait. Parfois, je sais pas, peut-être qu'il y a aussi un peu un sentiment de honte. Il y a la honte, parfois il y a la honte, il y a des fois aussi c'est la peur.
En fait, la peur, quand je dis la peur, c'est genre, tu t'es dit que, ouais, par exemple, j'ai vu ça, par exemple, quelqu'un me fait ceci, et si j'en parle ou j'accuse, alors tu t'es dit qu'on va encore plus te moquer de toi dans le sens où on va te dire, en fait, que tu es d'une certaine manière coupable, tu vois. Alors, du coup, tu n'as pas envie d'aggraver encore, alors du coup, tu restes et tu dis rien, en fait. Yes. Tu sais bien, dans nos milieux scolaires, surtout ici en Afrique, en fait, tu sais comment on gère, en fait, ils réagissent par rapport aux gens en fait, des personnes accusateurs, des personnes qui ont l'habitude d'accuser à tout moment. On leur traite d'une certaine manière, et encore on leur humilie encore fois 10. Alors du coup, parfois tu as peur encore que la maltraitance et l'harcèlement soient encore doublement pénible, alors parfois tu préfères ne rien dire. Peut-être tu gardes espoir de se dire qu'en fait que si je réponds pas et que je dis rien, peut-être ça s'arrêtera. Or que c'est pas ça, ça va jamais s'arrêter. Il faudrait que toi-même tu fasses quelque chose pour que ça s'arrête. Ouais. Donc c'est un peu Wow. ça. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que pour bien situer les choses, donc, tu as vécu ce harcèlement-là à cause de ta maladie. Donc, clairement, c'était vraiment à cause de ça, Exactement. en fait. Oui, exactement. Et en fait, moi, j'ai une question. Enfin, après, voilà, c'est une question qui est assez cash, mais est-ce que toi, tu considères que ta maladie, c'est un handicap? Bon, des gens scientifiquement parlant, oui, mais aujourd'hui, je vois le monde différemment. Moi, personnellement, je me dis que si j'avais pas vécu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors, du coup, bah, aujourd'hui, si on me demandait d'être quelqu'un d'autre, bah non, parce que j'aime la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça, en fait. Alors, scientifiquement parlant, oui. Scientifiquement, du genre médicalement parlant, oui, c'est un handicap. Mais du moment que je peux faire tout ce que tout le monde peut faire, bah non. Je me dis non. Parce que du moment où je peux marcher, je peux parler, je peux écrire, je peux faire tout ce que je veux. Bah, Hmm. ça change rien à ma vie, en fait. C'est juste que Ouais. j'ai une taille de moins que la normale. Bah, après, à la fin, si je respire et que ça me permet de faire tout ce que je veux, bah, pour moi, c'est pas un handicap. Donc, c'est un peu Hmm. ça. Non, mais waouh. Et enfin, moi, je suis assez curieuse. J'aimerais bien savoir. Enfin, après, tu l'as peut-être dit. Tu as dit un peu que ça avait un impact sur toi, que c'était dur à vivre, que c'était dur à supporter. Mais est-ce que tu peux peut-être aller plus loin, tu vois, dans les conséquences en fait que ça a eu en fait sur toi, peut-être des effets négatifs ou peut-être que ça déclenchait d'autres choses pour lesquelles tu as dû aussi Et bah, les entamer effets négatifs, un c'était quotidien. eh ben, ok, d'accord, les effets, bah, que ça m'a fait, c'était le fait que, bah, d'une certaine manière, j'étais plus sociale. J'étais du genre renfermée sur moi. Et Hmm. en fait, je me plaisais mieux seule qu'accompagnée, en fait. Je Ouais. préférais être seule qu'accompagnée et aussi, il y avait aussi, bah, par ça, dans le sens où bon, déjà, quand tu vis, déjà, tu sais que ces genres de personnes ne t'aident pas. Tu n'as pas besoin de découvrir, genre, l'amitié, connaître une personne avec qui tu vas parler, tu vas partager des trucs. Moi, en tout cas, moi, personnellement, à un moment, ça m'intéressait plus, en fait, tu vois. Trouver des amis et tout, pour moi, en fait, ça avait pas d'importance pour moi. En fait. Avoir des amis, avoir des connaissances, en parler, s'amuser, c'est quelque chose de très important. Alors, du coup, j'étais devenue une personne très solitaire, quelqu'un de très renfermé. Alors du coup, j'étais genre tout seul, genre je vivais maintenant ma vie seule et c'était ça. Le point, c'est vraiment un point. Enfin, vivre seul d'une certaine manière, c'est un point négatif. On a toujours besoin de quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui s'amuser, quelqu'un avec qui échanger. C'est très Hmm. important, même émotionnellement parlant, c'est très important. Mais imagine que tu es une personne qui n'a pas d'amis, qui est seule et qui n'a pas quelqu'un avec qui s'amuser, tu as personne avec qui t'amuser, tu as personne avec qui en parler, tu as personne avec qui passer des bons temps. Tu imagines en fait, Ouais. genre tu vis là seul, Hmm. c'est quand même c'est horrible en fait. La solitude c'est quelque chose que en fait c'est la solitude, je dirais, je dis toujours que c'est quelque chose que je ne voudrais pas même à mon pire ennemi, je voudrais pas. Non. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, il y a la solitude qui est choisie et la solitude qui nous est imposée, tu vois. Parce Exactement. on n'a pas voulu ça,
mais on se retrouve en fait dans une situation où on est seul, où il y a personne avec nous, où personne va être... Enfin, il y a vraiment... et c'est là que tu vois, c'est dur, que c'est difficile, parce que quand c'est une solitude qui n'est pas voulue, enfin, c'est horrible à vivre, quoi. C'est vraiment horrible, en fait. Et à la fin, tu te dis, je suis ici, pourquoi? Tu te poses la question, pourquoi tu es, en fait, tu te poses maintenant des questions dans le sens où, pourquoi tu es dans ce monde? Tu te dis, mais pourquoi je suis dans ce monde si j'ai pas une personne avec qui partager, tout ce que je vis ou mes ressentis? Tu vois un peu, c'est vraiment horrible, en fait. Et puis, à la fin, tu entres dans une dépression et après, ça entraîne un peu beaucoup de choses, en fait. Est-ce que tu penses que avec tout ça, ça a eu un impact sur ta confiance en toi, sur ta valeur, sur comment tu te vois, sur comment tu te définis? Enfin, à l'époque, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ces choses-là? Oui, bien sûr. À l'époque, j'étais une personne qui avait vraiment pas confiance en soi. En fait, en tout cas, la confiance en soi, en fait, j'en avais pas. C'était vraiment zéro. Aujourd'hui, j'ai quand même confiance en moi, mais il y a des fois, ça arrive où je doute quand même de moi. Tu te vois un peu, tu dis, Yes! J'aime ton honnêteté. Tu doutes quand même de toi. Tu sais que tu es capable, tu as toujours les séquelles. Tu as toujours ce séquelles, même si aujourd'hui, tu vois le monde différemment, mais il y a toujours des séquelles qui restent, genre la confiance en soi, où tu mens au plus bas, en tout cas, la confiance en soi, zéro. En tout cas, moi, en fait, j'en avais pas, en fait. Je croyais pas en moi. Je croyais vraiment à rien. Genre que moi, je suis capable de faire quelque chose. En tout cas, nada. Et ça, c'est vraiment dû à l'impact de ce que les gens ils peuvent dire, en fait. C'est là où, tu vois, il y a un des épisodes où je parle, en fait, comment dire ça, des paroles, en fait, des mots qu'on entend et des paroles que l'on entend, tu vois. Parce que même la Bible dit, hein, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, notre bouche, nos paroles sont capables de créer et de détruire. Donc, c'est très, très, très fort, en fait. Et ce que les gens disent et comment on nous traite, ce qu'ils prononcent, effectivement, ça peut avoir ce genre d'impact-là où, en fait, ça détruit notre confiance en soi, ça détruit la manière dont on se voit. Et pour reconstruire ça, comme tu dis, j'aime beaucoup ton honnêteté parce que, tu vois, souvent on est dans le truc où, voilà, moi j'ai confiance en moi en totalité. C'est vrai que moi aussi j'ai vécu des choses qui ont fait que j'avais perdu confiance en moi, tout ça. Aujourd'hui j'ai confiance en moi, hein, j'ai totalement confiance en moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, franchement, tu te remets en question, quoi. Tu te remets en question. Et en fait, t'as pas confiance en toi, quoi. Il y a des moments où t'as pas confiance en toi et tu luttes, en fait. Tu luttes avec les paroles qui sont dans ta tête. Tu luttes avec les mots que les gens peuvent te dire. Tu luttes avec tout ce que les gens peuvent dire et tout ça. Et tu te demandes même si t'es capable vraiment de réaliser de grandes choses ou si t'as cette capacité-là à sortir du lot. Et ça, il faut le dire honnêtement. Il faut le dire. Et je pense que déjà, d'arriver à le dire, c'est déjà important parce qu'en fait, ça permet d'identifier un problème ou d'identifier en fait qu'il y a un souci parce qu'en fait si j'ai pas confiance en moi ou s'il y a quelque chose qui fait que je perds ma confiance en moi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché et d'être dans une optique où on essaie de comprendre ce qui déclenche en fait le problème. Donc quand même quelque part c'est bien parce qu'en fait ça veut dire qu'on est dans une forme d'introspection et qu'on essaie de comprendre en fait ce qui nous arrive et voilà, ça c'est formidable quand même aussi, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Parce que les séquelles, en fait, ils restent, en fait. Tu peux être là, tu as totalement confiance en toi, et quand tu veux te lancer dans un projet, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que tu es déjà habitué au fait que les gens pensent toujours quelque chose. Alors, du coup, il y a des fois des barrières, et après, à la fin, c'est compliqué. Après, tu te dis, après, à la fin, tu te dis, mais j'ai confiance en moi. Vas-y, tu vois. Mais après, avant ça, il y a toujours un séquelle un moment où tu perds confiance. Ça arrive. Même jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est techniquement parlant, ça m'arrive très souvent, en fait. Même quand je vais lancer quelque chose ou quand je veux faire quelque chose. Waouh. C'est vraiment incroyable, en fait. Et moi, en fait, je me dis, écoutez, ça, on est souvent dans une forme de survie, je crois. Quand on vit ce genre de choses-là, on survit, on vit même pas. On survit, en fait. Et
concrètement, je me dis comment tu as fait pour arriver en fait à surmonter tout ça.